prenez vos tabourets et venez écouter encore cette investigation. Vous me posez la question de savoir si la désobéissance civile qui a été lancée en Côte d'Ivoire aura du succès, en quelque sorte. Disons, pour être honnête, la désobéissance civile est un mot d'ordre qui a été lancé par le président Henri Konan Bédié. Mot d'ordre auquel je souscris entièrement. Alors, naturellement que l'opposition est majoritaire en Côte d'Ivoire. Quand vous avez M. Bédié, M. Gbagbo, Afi N'Guessan, Mabri, Guillaume Soro lui-même et bien d'autres partis politiques que peut-être j'omets de citer ici, Blé Goudé du COGEP, c'est ça la majorité. M. Ouattara est isolé. Son parti s'est rabougri. Et je vous signale qu'en 2010, le poids de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, alors que M. Ouattara était à l'apogée, au summum de sa gloire et de sa popularité, n'était que de 32%. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Et quand on sait qu'avec les décisions récentes que M. Ouattara a prises, il n'a pu que régresser donc en matière de popularité. Et je suis convaincu, je l'ai dit, l'opposition est en train de s'organiser, d'affûter ses armes, de mettre en place des différents réglages. Et quand nous allons lancer dans sa phase active la désobéissance civile, vous verrez que M. Ouattara sera obligé de reculer. Nous allons mieux développer cet appel tout à l'heure, mais restons dans l'actualité, Guillaume Soro. Une quinzaine de vos partisans interpellés. Voilà, commençons d'abord par ceux qui ont été libérés. Une dizaine de vos partisans ont été libérés en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours. D'aucuns ont vu cela comme étant un signe du pouvoir d'Abidjan qui peut-être réagisserait ici par rapport à une pression importante que vous faites depuis Paris. Quelle est votre réaction après cela? Non, mais disons que cette libération me donne un sentiment mitigé. C'est une libération mi-figue, mi-raisin. Parce que, en réalité, au lieu d'une quinzaine de personnes, c'est exactement 10 de mes proches qui ont été, disons, mis en résidence surveillée. Parce que libérer n'est pas le vrai mot, puisque on les a sortis d'une prison pour les mettre dans une autre prison. Puisque l'ordonnance qui a été prise par le juge leur interdit de faire des activités politiques, leur interdit d'avoir des contacts entre eux. Donc, on les assigne à résidence. Ce n'est pas ça la liberté. Deuxièmement, les autres, plus de 50 de mes partisans sont encore dans les liens de la détention, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Je vous rappelle que mon directeur du protocole est en prison. Je vous rappelle que deux députés, dont l'immunité toujours pas levée, sont en prison. Alain Lobognon et M. Kandos Mauro. Il y a des femmes, est-ce que vous imaginez, des femmes aux mains nues qui sont en prison et qui ne pourront pas assister, accompagner leur progéniture à l'école en cette rentrée scolaire. Donc, ne me demandez pas de me réjouir. Nous allons continuer à nous battre pour que la vraie liberté existe. C'est d'autant plus surprenant et étonnant qu'un monsieur comme M. Ouattara, qui vient du FMI, présenté comme l'homme des Américains, présenté comme quelqu'un qui est un démocrate, soit lui, depuis 1960, qui a mis autant de femmes en prison. On se souvient qu'au temps de Henri Konan Bédié, Ariane Dadri Diabaté était allée en prison. Elle a été libérée au bout de quelques, je crois, semaines ou quelques mois. Mais je vous dis que M. Ouattara a mis nos partisans en prison depuis plus de 9 mois, ce qui est totalement inacceptable.
Voilà. Donc, on estimait, Guillaume Soro, que si on a libéré une dizaine de vos partisans, c'était pour vous faire comprendre qu'il est possible d'aller encore un peu plus loin, à condition que vous fassiez également un geste. Est-ce que jusqu'où pourriez-vous aller pour permettre la libération de ceux qui restent encore en détention en termes de compromis? Vous savez, est-il décent de faire des deals de ce genre? C'est-à-dire que, oui, on libère quelques-uns, il faut que Guillaume... Non. Des personnes ont été mises en prison pour des raisons qui n'existent pas, des raisons fallacieuses. Et vous voulez que moi je fasse des deals sur leur dignité, leur liberté? Cela n'est pas possible. Mieux, ces personnes qui sont en détention ont une décision de justice qui ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de les mettre hors des prisons. C'est la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui se positionne en rebelle face à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire ayant signé et étant membre de l'Union africaine devrait s'exécuter. Donc, pour moi, il n'y a pas de deal possible quand il s'agit de la liberté d'un citoyen. Nous allons continuer à nous battre pour que nos amis, nos frères soient libérés, purement et simplement. Nous continuons maintenant avec cette autre actualité. C'est bien sûr cet appel que vous avez lancé depuis Paris. On va parler plutôt d'une fusion de l'opposition parce que c'est comme cela qu'on a perçu cet appel après, avec une adhésion des grandes figures de l'opposition comme voilà, Gbagbo, même s'il ne s'est pas exprimé directement. Pascal Affi-N'Guessan aussi a suivi cet appel à la résistance qui a été lancé. Alors pensez-vous définitivement avoir trouvé, Guillaume Soro, votre place dans les rangs de cette opposition ivoirienne? On voit que désormais il y a beaucoup de sympathie pour vous. Simone Gbagbo, quand elle s'exprime, elle demande pratiquement que l'on vous comprenne, que l'on vous pardonne. Pensez-vous désormais être de cette famille de l'opposition ivoirienne? Ah non, l'opposition ivoirienne a bien compris qu'il faut l'union, l'unité. Et en réalité, rien ne nous oppose, nous, les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation inédite. Monsieur Ouattara, l'opprimé d'hier, est devenu l'oppresseur d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est donc la jouissance du pouvoir qui lui est montée à la tête. Parce que M. Ouattara, il était élégant, charmant dans l'opposition. Je peux vous dire que c'était quelqu'un de vraiment aimable. Quand nous étions dans l'opposition, il était volontiers courtois. Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il a été métamorphosé, méconnaissable, arrogant. Et voilà, il ne doit plus rien à personne. Alors voilà. Donc, notre opposition, nous nous sommes mis ensemble, non pas contre Alassane, il faut que vous le sachiez. Nous nous sommes mis ensemble et nous sommes d'accord pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Nous nous battons pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la démocratie. Nous nous battons pour qu'en Côte d'Ivoire, tous les citoyens soient libres de participer au scrutin, sans volonté de revanche. Donc, M. Ouattara, comme je vous l'ai dit, hier, certains disent, oui, mais M. Guillaume Soro, hier, vous avez soutenu Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler avec Gbagbo et Bédié. Deux choses. Premièrement, sachez que je suis, moi, contre les exclusions. Donc, quand hier, Ouattara était exclu, je l'ai soutenu. Comme aujourd'hui, Gbagbo est exclu, je soutiens Gbagbo. Ça, d'abord, la première chose. Il faut que vous sachiez que partout où il y aura exclusion, vous trouverez Guillaume Soro pour dire non. Ça, c'est important. La deuxième chose, mais M. Ouattara, on dit oui, mais M. Guillaume Soro a soutenu Ouattara, c'est lui qui a envoyé Ouattara en politique, c'est lui qui a aidé Ouattara à être président de la République. Moi, je vous signale qu'en 1990, j'avais 18 ans.
C'est pas moi qui suis allé chercher Alassane Ouattara à la BCEAO à Dakar pour l'envoyer et le mettre en politique en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, quand le Front républicain se signait entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, moi je n'étais qu'étudiant. Je n'étais même pas encore le secrétaire général de la PECI. J'étais le secrétaire général de la section PECI de Bridi. C'était en 1994. Et M. Gbagbo et M. Ouattara étaient main dans la main. C'est pas moi qui leur... En 2005, quand M. Bédier et M. Ouattara, qui étaient les pires ennemis en Côte d'Ivoire, ont signé l'accord du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie à Paris, moi je n'étais pas là. Alors donc, il faut que toute la classe politique ivoirienne s'interroge. Chacun a eu à avoir une alliance avec Ouattara. Et il faut reconnaître que Ouattara a été ainsi bien malin qu'il a trompé tout le monde, toute la classe politique ivoirienne. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Nous tous, nous avons été floués, trompés par Ouattara. Donc, nous nous réveillons à cette tromperie. Nous nous mettons ensemble pour dire non à la dernière et énième tromperie de M. Ouattara. C'est ça la réalité. Sur ce sujet, puisque M. Ouattara a dit beaucoup d'autres choses qui m'ont personnellement choqué, je lui ai dit, vous savez, on est en politique. Il faut éviter de faire du mal aux autres. Il faut éviter d'utiliser des mots qui tuent. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, c'est vrai, M. Ouattara au pouvoir. Il a un sentiment de surpuissance. Il est omnipotent, omniscient, il est abrité derrière les chars de l'État et il a le sentiment qu'il peut écraser tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la roue tourne. Il fasse attention que demain, il ne soit pas lui au banc des accusés et qu'il ne soit pas demain lui au banc de la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Vous savez, 1 heure avant la chute de Ibeka au Mali, il avait l'impression que tout lui était dû et qu'il pouvait faire des Maliens ce qu'il voulait. 1 heure avant la chute de Yaya Jammeh, il disait à qui voulait l'entendre que tout était sous contrôle. 1 heure avant la chute de Mugabe, il disait à la reine d'Angleterre qu'il n'en avait rien à cirer avec elle. Monsieur Ouattara, qu'il fasse très attention. Parce que demain, il peut se retrouver dans la même situation. Voilà, pour sortir, permettez que je vous fasse une petite relance sur cette question. Pour sortir, vous disiez tout à l'heure que ce qui avait permis à l'actuel chef de l'État de pouvoir se maintenir pendant qu'il était en exil en France, peut-être aussi ce qui vous permet de vous maintenir. On sait que le président avait des amis, mais alors beaucoup d'amis. On peut aussi, c'était un citoyen pratiquement du monde et extrêmement connecté. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Guillaume Soro a aussi des amis qui pourraient quelque part entretenir ce train de vie? Alors, vous savez, ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, parce qu'il faut bien le dire, j'ai quand même été son premier ministre et j'ai été premier ministre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara dit que Guillaume Soro ne lui a été d'aucune utilité et que je ne l'ai jamais aidé, mais l'histoire et les historiens donc écriront ce pan d'histoire de notre pays. Il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Yaopold Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe, en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Je me souviens hier encore
M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du palais. Et c'est lui aujourd'hui qui veut parler de souveraineté, qui dit qu'il n'a rien à cirer avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Paris et Washington. Je suis personnellement non seulement surpris, mais ahuri face à la métamorphose de l'homme. Alors, en ce qui me concerne, vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir un gros téléphone comme celui de Ouattara, ni d'avoir des contacts à travers le monde. Je pense que les réactions de la communauté internationale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire relèvent plus de l'observation que le peuple de Côte d'Ivoire est en lutte, et surtout que M. Ouattara est devenu un dictateur parce qu'il veut changer la constitution. Nos grands-pères se sont battus pour l'indépendance. Comme hier, nous, étudiants, nous nous sommes battus pour la fin des partis uniques, je demande à toute l'Afrique, en cette année, que nous puissions nous lever comme un seul peuple pour mettre décisivement et définitivement fin au mandat et aux présidences à vie en Afrique. Voilà, on va rapidement rentrer dans la deuxième partie de cet entretien consacré à votre nouvelle place au sein de l'opposition ivoirienne. Je vais commencer par une image, Guillaume Soro, c'est celle de Simone Gbagbo, voilà, humiliée, déstabilisée, traquée en Côte d'Ivoire et puis arrêtée, tel qu'on a pu le voir dans des images. Elle va passer de nombreuses années en détention avant de pouvoir sortir, pendant que vous étiez à Abidjan, Guillaume Soro, dans l'exercice du pouvoir qui était désormais le vôtre, jusqu'au Parlement, confortablement installé. Alors, aujourd'hui, quand on écoute Simone Gbagbo demander qu'on ait de la sympathie, qu'on vous écoute et que l'on vous pardonne pratiquement, l'on se demande si vous comprenez cela comme si tout était oublié, comme si rien n'avait jamais existé. Alors, d'abord, vous savez, ce qui s'est passé en 2010 et les images qui ont circulé sur Internet sont des images que je regrette personnellement. Je regrette tout ce qui s'est passé à cette époque-là parce que, et d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Je le dis non seulement au président Laurent Gbagbo lui-même en 2010, quand il a été arrêté à l'hôtel du Golfe, je lui ai dit que ces images n'étaient pas seulement humiliantes pour lui, mais c'était humiliant pour toute la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que je le précise. À l'époque, de quoi était-il question? Moi, j'avais eu un entretien avec le président Gbagbo. Le président Ouattara avait gagné l'élection. Je sais très bien que certaines personnes veulent me faire dire, veulent me voir dire, veulent m'amener à dire qu'en 2010, ce n'est pas Ouattara qui a gagné les élections. Ce n'est pas vrai. Ouattara a gagné les élections. Il a gagné les élections pourquoi? Au premier tour, il avait 32%. Au premier tour, Ouattara avait 32%. Gbagbo avait 38%. Bédié avait 25%. Mais il ne faut pas avoir fait avare que quand on met 32% plus 25% ensemble, Bédié et Ouattara ne pouvaient que gagner l'élection. Donc Ouattara a gagné l'élection. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les mathématiques ne sont pas renversées, et que Bédié, Gbagbo, moi-même, Simone Gbagbo, Afin Guessan, nous tous de l'opposition, nous sommes ensemble, si nous allons à une élection démocratique et transparente, il est évident que Ouattara ne peut pas gagner une élection. De mon point de vue, je pense que Ouattara aujourd'hui pèse en Côte d'Ivoire autour de 25%, peut-être moins. Donc, il est clair que Ouattara n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Simplement parce que quand vous êtes au pouvoir, systématiquement, vous sécrétez des mécontentements. Entre ceux que vous n'avez pas nommés, entre ceux que vous avez négligés, etc. Vous suscitez des mécontentements. Deuxièmement, la décision de Ouattara de faire un troisième mandat lui a aliéné une bonne partie de ses militants. Donc de 32%, M. Ouattara a régressé et ne peut pas dépasser 25% en Côte d'Ivoire.
Ça, il faut que... Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a organisé une élection en 2010 qui vous parle. Donc, maintenant... Alors, je vous relance sur la question. L'on se demande... l'on se demande effectivement, Guillaume Soro, si définitivement on vous a tout pardonné au sein de cette opposition ivoirienne. On a tout à l'heure pris le cliché de Simone Gbagbo, qui a été le cliché le plus parlant, disons-le comme ça, de cette déchéance du pouvoir en Côte d'Ivoire, pendant que vous étiez bien sûr avec le président Alassane Ouattara. Vous avez dit il y a quelques instants, Guillaume Soro, que vous regrettez profondément ce qui s'est passé avec cette interpellation de Simone et de Laurent Gbagbo. Nous vous écoutons pour la suite. Je regrette les images qui ont circulé. Je regrette cette situation. D'ailleurs, quand j'ai eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, je lui ai présenté non seulement des excuses, je lui ai présenté mon pardon au président Laurent Gbagbo. Je lui ai dit ceci, et il faut que ce soit clair. Je me suis trompé sur la personnalité de M. Ouattara. J'ai pensé que M. Ouattara, une fois élu, allait, réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'il allait bâtir un état de droit. Troisièmement, qu'il allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Et enfin, comme il a un profil économique, j'ai pensé qu'il allait relever économiquement la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je me suis trompé. Ceci dit, autant j'ai demandé pardon à M. Gbagbo, à Simone Gbagbo, à tous ceux qui ont souffert de notre gouvernance, à tous ceux qui ont souffert donc de la gestion des affaires de l'État que j'ai eues. Aussi, moi personnellement, j'accorde mon pardon à ceux qui m'ont offensé. Parce que n'oubliez pas que dans cette histoire, mon beau-père a été tué pour son engagement à mes côtés. Ne croyez pas que les victimes sont d'un seul côté. Il y a autant de victimes de l'autre côté que dans mon camp. Et la seule chose qui peut faire que nous allions de l'avant, c'est le pardon mutuel. Malheureusement, M. Ouattara n'a pas su demander pardon. Quand vous écoutez les acteurs politiques ivoiriens, personne n'a rien fait. C'est comme si la Côte d'Ivoire a connu la guerre comme quand la pluie tombe du ciel. Ce n'est pas vrai. Tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont une part de responsabilité dans la guerre qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je considère que Ouattara est doublement responsable, lui qui veut encore amener la Côte d'Ivoire à des moments difficiles de son histoire. Lui qui veut créer une crise préélectorale en Côte d'Ivoire, après que la Côte d'Ivoire ait connu une crise post-électorale. Donc, moi j'invite les acteurs politiques ivoiriens à beaucoup d'humilité. Il faut que chacun d'entre nous demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne demande pas de demander pardon à Guillaume Soro ou à Gbagbo ou à Simone. Nous tous, nous avons la responsabilité de demander pardon au seul peuple de Côte d'Ivoire qui, en réalité, est la vraie et seule victime. Voilà. Et pour sortir de cette deuxième partie, pensez-vous que Laurent Gbagbo vous reçoive finalement un jour? Parce que cela serait le symbole finalement que pour ce qui est de Laurent Gbagbo, que tout est oublié. Parce que on a l'impression que c'est le cas avec Simone Gbagbo. Écoutez, moi, la question mérite d'être posée à Gbagbo lui-même. Moi, je suis disponible. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai présenté mon pardon. Maintenant, c'est à lui de décider de me recevoir ou non. Mais en réalité, vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la personne de Guillaume Soro, la personne de Gbagbo, parce que nous ne sommes que des mortels. Ce qui est important ici, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous, les acteurs politiques, nous pouvons travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus important, parce que les acteurs politiques passent, vous savez, pour faire voyer le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire,
que les Ivoiriens aimaient tant est mort, est-ce que nous avons décidé de mourir aussi avec lui pour l'accompagner parce qu'on l'aimait? Donc, Houphouët-Boigny est passé, d'autres présidents sont passés, Ouattara passera. Donc, moi, j'ai dit au président Laurent Gbagbo toute ma disponibilité. Le jour où il sera prêt, je suis disposé donc à me déplacer, à le voir. Maintenant, la décision ne dépend pas de moi, c'est à lui de décider. Mais je suis déjà heureux que nous ayons eu un coup de fil ensemble. Et lors de ce coup de fil, j'ai été d'autant plus ému qu'il n'y avait pas d'animosité, ni de son côté, encore moins du mien. Merci Guillaume Soro. On va rapidement passer dans la troisième partie. Dans la troisième partie de cet entretien, pour évoquer justement votre opposition à Alassane Ouattara et surtout cette annonce que vous avez faite qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle telle qu'annoncée en Côte d'Ivoire à la date prévue. Alors, l'on sait que le pouvoir d'Abidjan est réputé dur, extrêmement dur. Les premières manifestations ont fait beaucoup de victimes. Il y a eu des morts. Pensez-vous aujourd'hui que vous serez capable d'avoir ce sacrifice-là des Ivoiriens? Parce que s'il faut que le pouvoir recule, il faudrait que le pouvoir y soit contraint. De votre point de vue, jusqu'où sont prêts à aller les Ivoiriens aujourd'hui pour vous soutenir, vous, opposition? Alors, permettez-moi de préciser que à l'annonce de la candidature de M. Ouattara, anticonstitutionnel et interdit, nous, hommes politiques, acteurs politiques, nous n'avons pas lancé d'appel. C'est la société civile qui a lancé un appel à manifester. Appel que nous avons tous unanimement soutenu. Et nous avons vu à Abidjan des manifestations spontanées sporadiques. Ça veut dire qu'au-delà des partis politiques, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, chacun de chez lui, les Ivoiriens eux-mêmes, des campagnes, des villages, des villes qui sont contre le mandat de M. Ouattara. Maintenant, la responsabilité des hommes politiques que nous sommes, c'est de canaliser, d'organiser de façon méthodique cette volonté des populations à combattre la présidence à vie en Côte d'Ivoire pour capitaliser ça en un gain politique dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la suite de ces manifestations spontanées, sporadiques de la société civile, quand nous avons vu la brutalité avec laquelle M. Ouattara a écrasé les Ivoiriens, nous sommes à plus de 30 morts. Vous savez qu'au Mali, ils ont manifesté pendant plus de 5 à 6 mois. Je vais donc dire, nous allons tout faire pour toujours vous renchérir avec l'information authentique, l'actualité du moment, l'actualité tendance. Pour ceux-là qui ont découvert cette église médiatique pour la première fois, sachez que vous êtes tombés au bon endroit, vous êtes au bon endroit et vous êtes les meilleurs parce que sans vous, je ne suis rien. Et merci déjà pour les likes, les partages. Vous ignorez rien parce que c'est toujours vos regards sûrs. Alors, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Parce que ce qui se prépare, c'est du lourd et ça sera encore plus lourd. La CAN, c'est dans bientôt. Et on va animer un peu le football là, bien dosé. C'est dans bientôt, plus que 3 semaines avant le début de la CAN. Ça sera du lourd les gars. Mais avant ça, nous respectons toujours la ligne éditoriale habituelle parce que nous nous éloignons pas complètement de cette ligne éditoriale parce que c'est elle qui maintient cette église médiatique debout. On se dit dans la prochaine salle à Bisous là-bas les gars. Bao.